Bonjour à tous. Je vois une salle remplie à ras-bord, ça me rend très heureux. Euh, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'animer cette toute première rencontre de la nouvelle mouture du Festival américain, on peut appeler ça comme ça, qu'on attendait, et je parle au nom de beaucoup de gens, on attendait vraiment son retour à ce festival qui nous a tant manqué pendant ces 4 dernières années. Euh, on commence donc cette rencontre par un thème extrêmement d'actualité qui soulève plus ou moins toutes les tensions à l'œuvre sur le continent américain et plus particulièrement aux États-Unis, puisque cette rencontre s'intitule L'envers du rêve américain. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je pense que je vais vous présenter ce casting 5 étoiles qu'on a pour cette première rencontre. Eh ben, je vais commencer par ordre de proximité. Alors, on a déjà Christiana Karakowila. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc hawaïenne par votre père, diplômée de l'Université du Michigan, diplômée de Princeton, à cheval entre deux cultures, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous venez nous présenter un livre qui s'appelle This is Paradise, en tout cas aux États-Unis, un recueil de 6 nouvelles qui nous montre un peu l'envers de la carte postale d'Hawaï. Juste après, nous avons Tiffany Keith-Eisen. Hello. Vous êtes né, vous avez grandi à Jackson, Mississippi. Vous avez d'abord été reporter, mais depuis 2015, vous êtes aussi romancière avec un premier roman, Three Rivers, qu'on n'a pas eu l'occasion de lire en français, mais j'espère que ça viendra. Et un deuxième roman, donc le premier traduit en France, Un profond sommeil, traduit The Past is Never en américain, qui convoque Faulkner. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Eugene Martin, hello, how are you? Vous êtes né à Winnipeg, au Manitoba, avant d'émigrer aux États-Unis, plus particulièrement à Cleveland, une ville où vous vivez toujours. On va parler de votre roman Ordure, qui est un sacré phénomène, inspiré de votre expérience de concierge à Portland. C'est une sacrée expérience de lecture. Et enfin, Eddie Harris. Eddie Harris, pas d'interprète, ça parle français fluently. Vous êtes né à Indianapolis, vous résidez aujourd'hui... Non, Petit. je pensais que tu allais dire la date de ma naissance. Ah oh, non. Et ça, on ne fait plus. Je me permettrai pas. Alors vous êtes fait connaître avec un livre qui s'appelle Mississippi Solo. Donc c'est un récit de voyage le long du fleuve, le Mississippi, en canoë dans les années 80. Et 30 ans plus tard, vous refaisez ce même voyage que vous avez entrepris tout au long du Mississippi, mais pour des raisons différentes. On aura l'occasion d'en reparler. Le livre s'appelle Mississippi dans la peau. Alors, cette rencontre donc s'appelle, comme je le disais, l'envers du rêve américain. C'est quand même un sujet dont on débat beaucoup, y compris en France. Le rêve américain, on entend tout le temps ce sujet, dès qu'on analyse un film, une série, etc. Peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais vous poser une question à tous, on pourra en débattre ensemble. Quel sens vous donnez, vous, à ce mythe du rêve américain? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Peut-être Christiana, vous d'abord? I think for me, it's very complicated coming from Hawaii, Pour moi, c'est compliqué parce que je viens de Hawaï, a space that's its own independent nation, but occupied by the United States. donc c'est un État et une nation indépendante occupée par les États-Unis. But I also think there's a lot of hope and possibility, maybe even beyond the dream. Mais il y a beaucoup d'espoir et de possibilités, peut-être au-delà du rêve, Which I see in the land, in the water, and caring for those things in a familial sense. Je vois ça dans la terre, dans l'eau et dans la manière dont on s'occupe de ces éléments. Tiffany Keith-Eisen, ça a un sens pour vous, cette notion de rêve américain? So I grew up in Mississippi with working class parents. Donc moi j'ai grandi dans le Mississippi dans une famille de classe ouvrière. And I was told or believed that the American dream meant that my generation that would do better
than my parents' generation, that we would be more successful. Et donc, on m'a toujours dit que ce que voulait dire le rêve américain, c'était que ma génération ferait mieux et aurait plus de succès que la génération précédente. But as I grew older, I learned that that's not necessarily possible. I have done, I think, I think I have achieved a little more, than my parents, but the success is incremental, small increments. And I think that part of the problem with the phrase "the American dream" is that we tend to think that it means if you work very, very hard and you are a good person, you will be successful. But in fact, it is very difficult to move forward when you are not born into wealth, which many of us are not. And so I think the idea of the American dream it's complicated, and it's more complicated when you have less money. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout forcément le cas. Donc, je peux dire que j'ai sans doute réussi à faire plus de choses que mes parents. Pour ce qui est du succès, ça se mesure en toute petite quantité. Je pense qu'en réalité, le problème principal de l'expression « le rêve américain », c'est que ça donne l'impression que si on travaille très dur et qu'on est une belle personne, alors on réussira et on aura du succès. Or, il est très difficile d'avancer quand on n'est pas né avec de l'argent. Donc, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on a moins d'argent. Eugène Martin, vous avez émigré aux États-Unis, ce qui veut dire que vous avez été percuté par cette idée de rêve américain. Qu'est-ce que la première fois que vous avez entendu ça, qu'on vous a vraiment confronté à ça, ça vous a fait qu'est-ce que vous avez éprouvé? Plus proche du micro, I think. Is that okay? That's better. All right. And for me, I think there are at least two meanings to the term American dream. One involves, the most well-known monetary success for its own sake, which interested me less. I think the other sense of it is the realizing of one's own possibilities in whatever way, almost a kind of transcendence, maybe more Emerson than Howard Hughes or something. That I'm sorry. Pour moi, le rêve américain, j'y vois deux significations. D'une part, le succès individuel qu'on peut avoir, et puis ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment on peut se réaliser et se rendre compte de ses propres possibilités. Obviously, either of those possibilities don't have equal access for all, depending on who you are and as was said, how you were born. Bien sûr, tout le monde n'a pas accès de la même manière à ces possibilités, à ce rêve américain-là. Cela dépend aussi des conditions, de l'environnement dans lesquels vous êtes né. As my wife reminded me this morning, I think in America, a black woman is paid 58 cents on the dollar that a white man is paid, which might provide some perspective for what I said. It doesn't make things impossible, but more difficult. Comme ma femme disait ce matin, les travailleurs ne sont pas payés de la même manière en fonction de leurs origines, de leur couleur de peau, et cela rend les choses beaucoup plus difficiles en fonction de l'environnement dans lequel on est né. Et Harris, vous, est-ce que enfant, on vous a bercé avec ce doux rêve du rêve américain, du self-made man, que c'était une terre de possibilités où on pouvait s'accomplir peu importe d'où on venait et il fallait juste s'accrocher à ses rêves? Tu peux reposer la question en anglais, s'il te plaît? I can. Non. Bon, j'ai une notion, une signification du rêve américain qui est
qui touche les autres réponses, mais qui a un élément qui est différent. Et cet élément part du fait de devenir américain. C'est un pays d'immigrants, et la plupart des gens qui venaient, surtout dans le 19e siècle, venaient pour devenir américains, avec des aspects de l'argent, avec des aspects de succès, mais effectivement, ils voulaient quitter le vieux pays pour devenir américains aux États-Unis dans tous les sens du mot. Et le problème, pour moi, c'est que le rêve américain est très limité, limité par argent, limité par la couleur de peau, limité par beaucoup de choses, et on n'est pas tous américains. Donc on ne vit pas tous dans ce rêve américain. Et je vous pose la question un peu à vous tous, je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas vu de France, nous c'est ce qui nous paraît, mais qu'il y a un sentiment de bouleversement aux États-Unis, de tentative de redéfinition de ce rêve d'américain, de repenser les choses, de repenser la manière dont fonctionne la société, dont fonctionne l'économie. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Oui, je répète la question pour les traducteurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, plus qu'avant, on est dans un bouleversement total de la définition de rêve américain, qu'on essaie de repenser la société, de repenser l'économie ? Moi, si je peux répondre un peu, vivant en France, et dans on peut dire, le rêve français, de vouloir devenir français dans tous les sens de ce terme. De devenir français, est-ce que c'est possible pour moi de me dire que je suis français? Est-ce que c'est la même chose pour un étranger de devenir américain vraiment dans tous les aspects qui sont inclus dans le rêve américain? Et vivant d'ici, et voyant les États-Unis d'ici, je vois à quel point c'est pas vraiment possible là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'empêchements dans la politique, dans le fonctionnement de la politique américaine, dans cette question raciale qui exclut beaucoup de gens, la pauvreté. Tout n'est pas offert à tout le monde. Et la politique américaine a convaincu les Américains, et surtout les plus pauvres, de méfier l'autre. Et ça, c'est un problème, parce que si on ne se voit pas comme tous les autres, comme tout le monde, on auto-exclut parfois et en même temps, on voit toujours les différences. Au lieu de dire qu'il est d'origine chinoise, il est d'origine je ne sais pas quoi, mais il est américain, il est comme nous. C'est ça qui manque aux États-Unis. Et je ne dis pas que c'est mieux en France. C'est une question que je pose aussi. Chaque fois, j'habite dans un petit village en fin fond de la France et je me pose cette question tous les jours. Est-ce qu'ils me voient comme l'Américain, comme le Noir, comme l'écrivain, ou comme eux, comme je suis là depuis maintenant tellement de temps? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Christiana Kaakowila, vous qui justement avez ce côté hawaïen par votre père, qui aussi vivait une partie du temps sur le continent américain, est-ce que vous faites l'expérience de ça? Yes, I think even the name or the title American Dream assumes something of who belongs to America. Donc même le terme de rêve américain, on s'imagine qu'on appartient à l'Amérique, que ça fait partie de l'Amérique. I'm, in my mind, Hawaiian first. That's the first nation I belong to as an indigenous person. Donc pour moi, c'est Hawaï qui est primordial, puisque donc, en tant que peuple premier, en tant qu'Hawaïenne de souche, c'est ma première identité. I think sometimes a dream or a nightmare, you have the sense you don't control it. You can't do what you want in it, and you can't wake up from it. Donc c'est comme le rêve américain ou le cauchemar américain, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas se réveiller, qu'on ne peut pas s'en sortir. I think there's an element of that probably for most indigenous people living in the US who were there prior to the first contact of Europeans. Donc c'est un petit peu, c'est la réalité pour nous qui vivons à Hawaï, les peuples premiers qui souffrent encore des premiers contacts avec l'Amérique. And so I think Eddie's question of who am I the American, am I the black guy? I think there's that same question living in the States, and it's not only how I'm seen by others, it's a question I ask myself. And
and I had to ask myself, am I American first or am I Hawaiian first? I know the answer for myself now. Et donc, je crois que la question que se pose Edith, savoir comment je suis perçue, est-ce que je suis perçue comme un Noir, comme un Américain, je crois que pour moi, c'est plutôt la question aussi de comment je me perçois moi-même, et en tant que Hawaïenne, en tant que faisant partie du peuple autochtone, oui, je me pose la question, mais je connais la réponse. Le pire étant aussi, et on le voit bien dans votre livre, que les Américains continentaux viennent parfois imposer leur rêve américain sur votre île et se confrontent directement avec peut-être le rêve américain ou le rêve hawaïen. I think that's what the carte postale is about. It's the image that visitors want to see of the space and not the realities of it. Oui, c'est ce problème de carte postale, quoi. C'est que les gens veulent voir l'image plutôt que de voir la réalité derrière l'image. Yeah, and what I want from my work is to show what's behind that. Et donc moi, mon œuvre, c'est de montrer ce qui est derrière, l'envers de la carte postale. Tiffany Keteisen, vous, votre roman est aussi un portrait très fouillé du sud de l'Amérique. Est-ce que justement il y a le même rêve américain dans le sud de l'Amérique que dans le reste de l'Amérique? Il y a aussi des identités à l'intérieur du pays. I think there are specific identities that are organic to the American South, which is still, and much of America is, but particularly in the South, race and class are still very important and still very much separating people as opposed to, bringing people together. Oui, alors je pense qu'il y a des identités spécifiques au sud des États-Unis et qui sont propres à l'identité du sud des États-Unis. Notamment, je pense aux questions de classe, aux questions raciales, qui, dans le sud spécifiquement, séparent au lieu d'unifier. And when I moved from the South, elsewhere, I live in Colorado now, in Denver, Colorado. And at first I actually moved to Texas, which many people think of as the South, but I did not. It was not the South for me. I had a pretty thick Southern accent at the time. I was young, and I found that people treated me like I was stupid upon first meeting me because my accent made me, they thought that meant I was stupid. Alors, quand j'ai quitté le Mississippi pour aller vivre dans le Colorado, alors je dois dire que je suis d'abord passée par le Texas. Alors, je sais que les gens pensent souvent que c'est le Sud, mais pour moi, ça ne l'était pas. Donc, quand j'ai quitté le Mississippi, j'étais toute jeune, j'avais un très gros accent du Sud. Et en conséquence, les gens me trouvaient complètement débile, parce que l'accent du Sud correspond à cette idée de bêtise absolue. So I had to change myself to fit in to another part of America and to have people take me seriously, which is a difficult thing to do. Even now in Mississippi, when I go back and I visit family or I visit friends, I am told that I am no longer a Southerner because of the way that because I don't speak with a thick accent, because I have different political views, because I have different ideas, and so I do feel like there is a different concept of what it means to be American in the South, what it means to be Southern, as opposed to what it means to be American. And I have chosen, I think, to be American, but I cannot escape the fact that I am also Southern. And so I keep writing about the South, I think, to figure out what it means to me and also try to examine what being Southern means. And of course, I'm white, I have the privilege of being white, but also to examine what it means to be a white Southerner in the world, which is difficult because the legacy of that is
awful, and I feel it. And I feel like I need to reckon with it. I feel like we all need to reckon with it. And it's a difficult thing to do, but it is kind of what I am trying to do in my writing. Donc, j'ai dû changer, atténuer mon accent pour être acceptée et pour enfin être prise au sérieux. Et ça reste dur aujourd'hui encore, hein, quand je rentre au Mississippi pour voir de la famille, des amis, ils me disent qu'ils ne me considèrent plus comme faisant partie du Sud parce que je n'ai plus cet accent, parce que je n'ai plus les mêmes opinions politiques, parce que je n'ai plus les mêmes idées. Donc, je pense que le concept de l'identité américaine est tout à fait différent dans le Sud. Et dans le Sud, l'identité du Sud est différente de celle d'être américain. Alors moi, personnellement, j'ai choisi d'être américaine, mais je sais aussi que je ne pourrai jamais me détacher totalement du fait que je viens du Sud. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'écris en permanence sur cet endroit, parce que d'une part, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire de venir de là-bas, mais j'essaye aussi de voir ce que ça veut dire, plus personnellement, d'être blanche et d'être du Sud, parce que nous avons une histoire extrêmement compliquée, qu'on n'en est pas venu à bout. Et je pense que c'est important qu'on y fasse face, et c'est pour ça que j'écris sur ce sujet dans mes romans. Et Diaris, vous aussi, vous avez vogué sur les rives du Mississippi. Peut-être premièrement, vous pourriez nous rappeler un peu le trajet que vous avez emprunté, quel chemin vous avez suivi à canoë? Du nord au sud, de la source du Mississippi, qui commence au nord de Minnesota, à peu près 200 km de la frontière canadienne, jusqu'à Nouvelle-Orléans. Donc ça traverse 10 États, nord, sud, est, ouest. Ça lie le pays, ça coupe le pays. Et c'était un voyage formidable. Et est-ce que vous avez constaté, vous aussi, justement, cette fracture entre les différentes parties du pays et des manières peut-être de penser différentes et de concevoir même l'identité américaine? Quand je pense à cette fragmentation, je retombe souvent sur la phrase de Malcolm X qui disait que le Sud commence à la frontière canadienne. Donc je ne vois pas une grande différence dans le Sud. Le Sud, oui, la cuisine est meilleure et magnifique. Mais à part ça, le Sud, pour moi, le Sud a gagné la guerre civile. La mentalité du Sud, le mythe du Sud, ça règne plutôt aux États-Unis, partout. Donc quand on voit la ségrégation raciale qui existe toujours aux États-Unis, ça vient du Sud et ça n'a pas changé depuis le 19e siècle ou même avant. Donc il y a ce problème-là. Donc le pays, c'est un peu contradictoire aussi. Une chose qu'il faut dire, que même quand je suis très bien à l'aise ici en France, on me voit comme un étranger. Même si j'étais français, la première question qu'on me poserait serait « d'où venez-vous ?» Au lieu de penser comme il peut être noir, vietnamien ou autre chose, mais il est français. Aux États-Unis, je n'ai pas ce problème. Tout le monde me voit comme un Américain. Même s'il me traite différemment, il voit tout de suite un Américain. Donc ça, c'est les deux faces contradictoires de cette question raciale. Je suis Américain aux États-Unis, tout le monde me voit et il n'y a aucune question. Mais en France, où je vis beaucoup mieux, cette question est permanente. Et vous avez fait le même voyage à 30 ans d'intervalle. Quel a été votre constat, justement? Est-ce que vous avez senti une évolution vers le mieux, une aggravation? Mais il faut dire que le premier voyage, c'était pour moi-même, pour me découvrir, pour savoir qui je suis ou qui j'étais. Le deuxième voyage, c'était de voir le pays, de découvrir le pays après 8 ans de président Obama. Est-ce que le pays a changé ou pas? Et le point le plus important à constater, c'est que, en tant que noir vulnérable dans mon canoë, tout seul, j'ai été reçu aussi bien la deuxième fois
pour la première fois. Les gens, individus face à un individu, sont absolument bien. Surtout les gens du fleuve, voyant une autre personne du fleuve. Ils me traitaient comme si j'étais un d'eux. Politiquement, ça change. Quand on est dans un groupe, tout change. On pense comme le groupe. Donc les deux constats, c'est que le groupe est nocif et les gens, individu face à individu, ils sont formidables. Les Américains sont très bien. Surtout les Américains qui vivent en France. Eugène Martin, c'est valable pour tous vos romans, peut-être qu'on peut en discuter d'ailleurs. Les lieux, les territoires ont une importance fondamentale, en ce sens qu'ils influent directement sur la vie des gens qui y habitent. Eugène Martin, pour vous, c'est les villes qui grouillent, qui fourmillent, c'est les buildings, c'est l'ultralibéralisme. Est-ce que vous aviez la sensation de nous dépeindre quand même une sorte d'enfer, de monde qui avale les gens puis les recrache? On peut, en attendant on peut rebondir, mais la fracture, elle passe aussi par les lieux, et vous, c'est vraiment les buildings de la corporate America. À quel point ces lieux avalent les gens et créent la fracture, justement? I have lived a kind of peripatetic life. I've moved around a bit, lived in various cities on both coasts. Haven't spent much time in the South, except on vacation. A great honeymoon in New Orleans. J'ai passé une vie à déménager beaucoup, à vivre dans différentes villes, pas beaucoup dans le sud, sauf pour des vacances et une lune de miel. As a person, I see a difference, and I find some places feel more like a refuge. I live in the Midwest part, probably my least favorite part of the country. En tant que personne, pour moi, les lieux ont vraiment une influence. Certains lieux, je les perçois comme une sorte de refuge. Et moi, aujourd'hui, je vis dans le Midwest. C'est pas vraiment, c'est l'endroit que j'aime le moins finalement aux États-Unis. But that's where I grew up, and almost everything I write always begins there if it doesn't end up there. Mais c'est là où j'ai grandi, et pour moi, toute histoire commence là et finit là aussi finalement. So, you know, I see it as, I guess, a kind of provincial place and frustrating. You know, their political sympathies, you know, racial attitudes, but I still feel that I should honor it in some way. Pour moi, c'est un endroit plein de frustration, des choses que j'aime pas. Le racisme est toujours très présent, mais c'est quand même un endroit auquel j'appartiens. And by honoring it, I don't mean judging it, approving nor disapproving. Simply to get it right, get the details right. Et quand je dis que pour moi je dois honorer cet endroit quand j'écris, c'est pas l'approuver ou désapprouver ce qui s'y passe, c'est simplement rendre compte de sa réalité. And that includes the subtle ways, the differences in the way people talk. The way they dress, the things that they're obsessed with, their priorities. Cela veut dire les différentes manières dont les gens s'expriment, leurs accents, la manière dont ils s'habillent, leurs obsessions, leurs priorités.
That said, I'm within a year, I'm planning to leave again for, I don't know, the fourth, fifth time, and hopefully for the last time. So this, whatever I'm writing next will probably constitute a goodbye. J'ai le projet de partir d'ici 1 an, ce sera la 4e ou la 5e fois et j'espère la dernière. Okay, and I hope my answer hasn't strayed too far from the question. Tiffany Katayzan, pour revenir au lieu et à quel point il joue un rôle peut-être dans la constitution des gens, vous traitez dans votre roman le South comme un vrai personnage, un personnage presque doté de pensée, de mémoire, qui se souvient. Est-ce que c'est aussi ça l'Amérique, c'est des territoires qui se souviennent de ce qui s'est passé dans le passé justement? Yes, I think we do. I think in the South we forget nothing, even when we want to. And the title of my novel in America is The Past is Never, which is directly taken from the Faulkner quote where he said, "In the South, the past is never dead. It isn't even past." Alors, je pense effectivement que dans le Sud, on n'oublie pas, même si on voudrait parfois. En anglais, mon roman s'appelle The Past is Never, qui fait référence à une phrase que Faulkner a dite du Sud. Il a dit « Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé ». And when I was writing this novel, I became a little bit obsessed with the idea of cursed places and haunted places. There are a lot of those throughout the South, a lot of places that are rumored to be haunted or rumored to be cursed. And I had visited some of those places, particularly in Mississippi. Et tout au long de l'écriture de mon roman, j'ai été complètement obsédée par la multitude d'endroits ou bien maudits, ou bien hantés, ou bien qu'on dit être l'un ou l'autre. Et j'en ai vu plusieurs. And I started to do a little research and questioning about why these places were considered cursed, why these places were considered dangerous or bad. One place in particular along the Mississippi River is called the Devil's Punch Bowl. Donc j'ai commencé à faire des recherches parce que je me suis demandé pourquoi on disait que ces lieux étaient hantés, mauvais. Et j'ai fait des recherches particulièrement sur un lieu qui se situe le long du Mississippi et qui s'appelle le Devil's Punch Bowl, donc le punching ball du diable. So I went there with my father, who had grown up near there, and one of the things that differentiates this place, one of the things that makes this place noticeable is that there are wild peach trees growing with enormous peaches, sweet, like fragrant, beautiful peaches that just fall off and rot on the ground. This in a state where people don't have enough to eat often. I mean, the food is wonderful, but like there's, we eat what we grow. And the reason for that is that in this large crevasse, large, cavernous place, there once, basically, when the slaves were freed post-Civil War, many of them were recaptured and marched into this area and re-enslaved, basically imprisoned, and hundreds, perhaps thousands, died there of disease and starvation and terrible things. And so everyone knows what is fertilizing the fruit that grows there. And that is why they don't eat it. And so it is not that the place is cursed, it is that people did a terrible thing and turned this into a place we avoid. And that was true of most of the places I looked into.
curses don't like rise up out of some sort of mysterious, like ghostly presence. In fact, people do evil things and it stays. It stays a part of the landscape. And I find that both like horrifying and fascinating. And that is why I wrote a book with a cursed quarry. Et donc, je suis allée dans ce lieu avec mon père. Mon père avait grandi par là-bas. Et ce qui fait que cet endroit est vraiment différent et très particulier, c'est que sur cette terre poussent d'immenses pêchers sauvages, donc avec des fruits qui sont énormes, qui ont un goût extraordinaire. Et quand ils sont mûrs, ils tombent à même le sol et pourrissent sur le sol. Et dans cet endroit, il y a des grottes. Et en fait, après la guerre de sécession, les esclaves ayant été libérés ont été, pour la plupart, recapturés et ils sont passés par ce lieu au moment où ils sont donc redevenus esclaves, où ils ont été emprisonnés. Et à cet endroit, des centaines ou des milliers, on ne sait pas, sont morts soit de maladie, soit de malnutrition, enfin, et j'en passe. Et on sait tous ce qu'il faut à des arbres pour qu'ils poussent correctement, il leur faut de l'engrais. Et c'est pour cette raison que personne ne mange ces fruits. Donc en fait, quand un lieu devient maudit, ce n'est pas pour des raisons surnaturelles, c'est simplement qu'une atrocité a été commise et ces atrocités restent. Christiana Kaakowila, à Hawaï, c'est un peu la même chose, en tout cas on le ressent dans votre livre, c'est que chaque lieu est un lieu de conflit entre la tradition, la modernité, comment respecter l'identité de l'île tout en avançant vers une forme de modernité. Est-ce que c'est vraiment les grandes questions que se pose Hawaï au quotidien sur quelle doit être cette île au fond ? Yes, Hawaii is a space where indeed the modernity is layered on things that are more ancient. Donc à Hawaï, c'est vrai que la modernité se repose sur des choses beaucoup plus anciennes. It's also a space where new land and new creation is being made constantly. Literally, you can watch lava harden, molten lava harden into new land. Et c'est aussi un pays qui est en transformation constante parce que littéralement, on peut voir de la lave se solidifier et devenir de la terre. It's a space where there's an urban center, Honolulu, where you can get a sandwich at 2 a.m. And it's a space of incredible rural areas. Donc c'est aussi un endroit qui est très urbanisé. À Honolulu, on peut manger un sandwich à 2 heures du mat ou un pokéball peut-être. Yeah, right. Et aussi avec des endroits très très ruraux. I think it's very important for the people from Hawaii to live inside both their histories and this sense of modernity. Donc c'est très important pour les gens de Hawaï de vivre à la fois dans leur histoire et dans la modernité. And I have a little story to that. For Hawaiians, the land, the Hawaiian word is aina, is actually an ancestor. Donc pour les Hawaïens, la terre, qui s'appelle aina, c'est ça, est en fait, ça veut dire ancêtre. And so we live on and with this ancestor that is everywhere, and because of that understanding of the earth, we have to take care of it in a certain way, of course, as you would any ancestor. Et donc, puisqu'on vit sur cette terre ancêtre et dans cette terre ancêtre, eh ben, on est aussi chargé de prendre soin de cette terre, puisque c'est notre ancêtre. And so that affects what kind of decisions we make in terms of politics, in terms of protecting our water and our land, in terms of having to protest against the U.S. military who has
polluted our water supply, for example. Et donc, toutes les décisions qu'on prend par rapport à protéger notre nature, à manifester contre certaines décisions, contre la pollution de l'eau, contre l'armée qui peut polluer certains endroits. So this really sort of ancient history is one that actually directs how we live today. And I think that that's like we are at our most contemporary as people when we're also looking back at where we came from. Donc voilà, toute cette histoire fait partie de nous et on est à notre plus contemporain quand on regarde en arrière de notre histoire. Mais c'est une question que j'allais vous poser aussi, parce que pour nous, Hawaï, c'est très loin, on a du mal à appréhender le fonctionnement de la société. Est-ce que les Hawaïens ont la sensation d'une occupation des Américains continentaux? Est-ce qu'il y a même des dissensions entre Hawaïens pour savoir s'il faut aller vers plus de modernité et d'autres qui veulent à tout prix conserver les traditions? Comment ça s'articule tout ça? Oh yes, of course we want to protect our traditions, especially because American missionaries made them illegal. So things like the hula were illegal for close to a century. Mais bien sûr qu'on veut protéger nos traditions, en particulier parce que, par exemple, le hula, la danse, avait été interdite par les missionnaires. Donc, oui, on veut défendre nos traditions. But it's only by actually living our traditions, not just protecting them, but living them, that we allow them to change and be alive. And so then we change and are alive. So I think, for Hawaiians and many indigenous people, it's not that we protect them the way they were, it's that we live them the way they can be now. Et en fait, quand on veut protéger nos traditions, c'est aussi parce qu'on veut les vivre. C'est pas juste une question de les protéger, un petit peu comme dans un musée. Elles sont vivantes, et donc pour nous, c'est important de continuer à les faire vivre, de continuer à leur donner un nouveau sens contemporain. Maybe that's also kind of an interesting small point of difference in how memory might work, or even how haunting might work, or thinking of the past might work, and that's maybe a difference across regions in the States. Oui, c'est peut-être aussi la différence entre la mémoire, comment la mémoire peut fonctionner. Par exemple, quand on parle de lieux hantés et tout ça, pour nous, la mémoire a vraiment fait partie du présent, quoi. Et d'ailleurs, oui, petite question, comment est-ce que je suppose que ça doit être aussi un peu compliqué en tant que celle qui est partie étudier sur le continent, qui vit parfois sur le continent et qui revient sur l'île. Est-ce que vous êtes un peu coincé entre deux chaises comme ça, de ne jamais être totalement hawaïenne, totalement américaine? Comment vous jouez avec ça? Je précise que Christiana parle français, c'est pour ça que c'est pas que je suis feignante et que je fais pas la moitié de mon boulot. Donc voilà, on peut faire un petit peu. Donc, je suis Hapa, H-A-P-A, P-A. Et donc, Hapa est la sensation de les deux. Hapa est hawaïenne, mais il est aussi une autre chose. Et pour moi, ça c'est américain. Ma mère est américaine et mon père est hawaïen. Donc, je joue avec les deux entre dans mes nouvelles, bien sûr, mais aussi dans l'identité. Yep. I got to live in France when I was in college. Donc, j'ai habité en France quand j'étais à l'université. And everywhere I went, people would assume I was maybe from Spain or was Algerian. Et donc, partout où j'allais, les gens pensaient que j'étais peut-être espagnole ou algérienne. Of course, until I would speak. Jusqu'à ce que je parle. And when I would say that I was Hawaiian, there was this moment of sort of enthusiasm and recognition. Et dès que je disais que j'étais hawaïenne, il y avait un moment d'enthousiasme et d'identification, de compréhension. Oui. To be Hawaiian is always to be cool. Être hawaïen, c'est toujours être cool. But it's also this exoticism
that comes with it, and these assumptions also of these assumptions of the postcard image, the assumptions of the exotic. Mais le problème de l'exotisme, le problème c'est qu'est-ce qu'on attend derrière cette image de carte postale. So when I think of how do I play with these two identities, I'm aware of wanting to unearth, new ideas or secrets, things you may not know about Hawaii and my stories. Donc, quand je considère ces deux identités, c'est vrai que je veux déterrer des choses, des aspects de la culture hawaïenne dont vous n'êtes pas forcément conscient. C'est ce que je veux faire dans mes nouvelles. But I'm also aware of living in a body that has to move in spaces of assumption. Mais aussi, je suis consciente d'être dans un corps qui doit aller au-delà de toutes ces idées préconçues. Tout le titre du roman, d'ailleurs, This is Paradise, qui fait écho avec ce que dit un de vos personnages au début d'une des nouvelles. Elle dit, mais pourquoi ils ont l'air tous en colère? Ils habitent au paradis. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça, heureusement et malheureusement. Eddie Harris, je voudrais qu'on revienne à vous, puisqu'il y a une phrase qui m'a beaucoup amusé. Je crois que c'est un de vos amis qui vous dit ça en vous parlant de votre voyage en canoë et qui vous dit mais en fait, t'aimes bien aller dans les endroits où les Noirs, on les aime pas trop, où les Noirs, on n'a pas l'habitude. Est-ce que c'était vraiment l'idée de se confronter à ça pour justement comprendre les raisons de leurs griefs? Je ne dirais pas que je cherche la confrontation, mais je ne l'évite pas non plus. Et si j'ai la possibilité de confronter quelqu'un pendant une journée ou pendant un voyage, je le ferai, mais ce n'est pas le but de mes voyages. Et est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont marqué pendant ce voyage, qui vous ont peut-être qui vous sont restées en mémoire? Oui. Est-ce qu'on peut avoir le droit à un ou deux Oui, portraits? dans Mississippi, dans la peau, il y a une petite histoire où j'arrive dans un petit bled en pleine nuit. Et ce nuit, je ne voulais pas lancer ma tente et faire un feu et faire du camping. J'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que j'étais fainéant ce soir-là, je voulais voir s'il y avait un endroit où je peux dormir. Il y a un petit hôtel, comme un hôtel on voit dans un film de Hitchcock. C'était la seule lumière dans ce village qui était allumée. Je frappe à la porte parce que j'ai vu une vieille petite femme, dans la vitrine de la cuisine. Je frappe à la porte, elle ouvre la porte, et sans penser, sans réfléchir, la première chose que j'ai dit, qu'est-ce qu'on mange? Sans hésitation, elle racontait qu'elle était en train de faire une soupe. Là, le petit hôtel était fermé pour la saison, mais je pourrais ouvrir une chambre pour vous. Vous voulez savoir combien ça va coûter? Oui, puisque je n'avais pas de choix. Elle commence avec un prix ici, et toute seule, elle baisse le prix. Elle pose des questions, vous êtes seul, vous allez partir demain matin, et finalement, de 85 € jusqu'à 40. Tout seul. Toute seule. Et quelques minutes après, j'ai pris la chambre, elle emmène la soupe et toute autre chose. Et pour moi, ça c'est l'Amérique. L'Amérique profonde où on arrive quelque part, on a besoin de quelque chose, et une Américaine vieille, petite, et moi, je ne suis pas petit. Je ne suis pas blanc non plus. Un grand noir qui arrive dans la nuit, reçu par cette vieille, petite femme, comme si elle s'attendait à une personne de sortir du fleuve chaque soir. Et ça, pour moi, représente tout ce qui est bien dans les États-Unis.
Et est-ce que vous avez, on en parlait un peu avec les autres, est-ce que vous avez l'impression que les États-Unis se sont réconciliés avec leur passé, justement avec, on voit souvent dans les films les caricatures d'habitants du Sud qui vivent dans leur salon avec le drapeau confédéré, on voit toujours ces fantômes de l'Amérique. Est-ce que vous pensez qu'on est plutôt dans un chemin de réconciliation Non, c'est ce que j'ai envie de faire en fait avec mon 3e livre qui n'était pas publié en français. Il parle d'un voyage que j'ai fait dans le Sud où je cherchais en fait la confrontation, finalement. En moto, dans le Sud, pendant une année, de zigzaguer un peu partout dans le pays, dans le Sud. Je cherchais cette confrontation. Pas trouvé, parce que les gens, dans le Sud surtout, ils sont bien, ils sont accueillants. En même temps, ils ont oublié leur passé. On peut dire que oui, le passé n'est pas passé. Mais en même temps, les Américains ont mythologisé, est-ce que c'est un mot? Mythologisé. Ils ont fait des mythes de leur histoire. Quand on parle des Amérindiens, par exemple, il y a un passage dans le Mississippi dans la peau où je parle de Hollywood qui a transformé l'Amérindien en Amérindien. Comme s'il n'y avait une seule tribu dans tout le pays. Il y avait des langages, il y avait des peuples, il y avait des civilisations. Seulement sur le Mississippi, il y avait je ne sais pas combien de civilisations, mais on peut voir ça partout dans le pays. Il y avait des Amérindiens qui étaient complètement différents, l'Est-Ouest. Mais maintenant, dans les powwows, tu vois les Séminoles qui se portent comme s'ils étaient des Sioux. C'est absurde. Et ça, ils étaient transformés par Hollywood. Et je pense que c'est la même chose dans le Sud. On ne voit pas l'histoire, la vraie histoire. On ne veut pas confronter l'histoire. On veut rester sur le mythe de qui nous sommes. Donc nous n'avons pas une vraie vision de qui nous sommes. Et ça, c'est un problème. Tiffany Kataisen, vous êtes d'accord avec ça, cette idée qu'on a un peu fantasmé le Sud, qu'on a peut-être donné une fausse image à la fois en mal sur leur côté raciste, etc., et à la fois en caricaturant tout ce qui est les traditions du Sud? I feel that in the South, like I said, I think that we can't forget what happened in our past, but there are many people who would like to pretend that we can. Alors, comme je l'ai déjà dit, hein, moi je pense que dans le Sud, on ne peut pas oublier le passé, même si beaucoup aimeraient croire qu'on peut. But I also feel that there are, as Eddie was saying about all the different tribes and how they've been homogenized, I feel like America puts forth a homogenized version of Southerners. We are all rednecks. Mais comme l'a dit Eddie, il y a aussi ce problème d'homogénéisation. Et les États-Unis ont tendance à homogénéiser le Sud et qui nous sommes. And when you see a Southerner interviewed on the news, or you see a movie set in the South, then it's often either very racist white people or incredibly benevolent white people who are trying to save other people. To cook. Mais quand on pense aux gens du Sud, quand on les voit aux infos, quand on les voit dans un film, l'idée qui est véhiculée, c'est soit celle du blanc ultra raciste, soit celle du blanc ultra bienveillant qui essaye de sauver tout le monde. And it's more complicated than that. We have, in the South, we run the gamut from progressive to very conservative. Certainly racism exists. It exists throughout America. It exists everywhere. But it's still
prevalent in many areas of the South, especially. I lived for a period of time in the Mississippi Delta, which has been described as the most southern place on earth. And the segregation really of the races there was stunning even to me, and I had grown up in Mississippi, just in a different part of Mississippi. And so, it's just so much more nuanced than it is presented in the movies or on television or even, in news articles. I think there's a lot more nuance to how Southerners feel about race and class and even, sexism. I mean, women in the South are generally portrayed as caretakers, are, great cooks, and I am. I want to be clear about that. But it's not all we are. We are more than that, and I think it's important that we look at the full spectrum of what Southerners can be, and they are not all the same. Donc évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ces dichotomies-là. On voit de tout dans le Sud, des gens très progressistes, des gens beaucoup plus conservateurs. Il y a du racisme, alors il y en a à peu près partout dans les États-Unis, et c'est vrai que le racisme est très présent dans le Sud. Mais pour vous donner un exemple, j'ai été une fois dans le Mississippi Delta, donc, qui a été désigné comme étant l'endroit qui correspond le plus à l'identité du Sud des États-Unis, et j'étais effarée de voir la ségrégation en cours dans cet endroit-là, alors que moi-même je viens du Mississippi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup plus de nuances que ce qu'on va vous montrer à la télévision, dans un film et même dans les articles de journaux. Les gens du Sud ont des opinions sur la question raciale, sur la question de la classe et même sur la question du sexisme qui sont tout à fait nuancées. Pour donner l'exemple des femmes, alors évidemment les femmes du Sud sont considérées comme des femmes très accueillantes, qui prennent soin des autres, qui cuisinent excessivement bien. Et c'est vrai, j'en suis une, mais ce n'est pas tout. Ça ne se résume pas à ça et je pense qu'il est très important d'aller au-delà de ce qu'on perçoit et des idées reçues et d'avoir une idée vraiment complète de ce que représente le territoire. Alors, Jane Martin, j'aimerais qu'on revienne à vous. Alors, vous, c'est pas un personnage, votre personnage de Sloper, c'est pas un personnage qui se débat avec des caricatures ou des fausses idées. C'est plutôt un personnage invisible, ce qui est encore plus, peut-être plus grave, qui symbolise encore plus l'envers du rêve américain. C'est quelqu'un même qui ramasse les miettes du rêve américain. Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter en quelques mots ce personnage? Que fait-il? Comment est-il né? I don't know how explicit you want me to get. Par exemple, il paraît que c'est inspiré d'une histoire qui vous est arrivée, ou en tout cas d'une expérience qui vous est arrivée. Up to a point, yes. I was asked if the protagonist of novel Waste or Dur, the French translation, his name is Sloper. That's his surname, I assume. That's the only name we know him by. He's a janitor in an unnamed city in an urban, in downtown area. And it is somewhat drawn from my own experience. Not completely, I hope. He is something of a cipher, the proverbial man without qualities. Sort of a nobody. On le connaît, mon personnage principal du roman, on le connaît principalement sous le nom de Sloper, c'est tout, c'est un surnom. Et on ne sait pas, on ne sait rien d'autre de lui. Et en effet, c'est tiré de ma propre expérience. Yeah, he we don't get to know him really well. He remains anonymous. He's a
fairly passive character, although he does engage in a number of activities. When he finds edible items in the trash that he cleans, he eats them. On n'arrive jamais à vraiment bien le connaître, ce personnage. Il reste toujours anonyme en quelque sorte. Il est toujours assez passif. Il ne fait pas beaucoup d'activités, il ne fait pas grand-chose. Mais par contre, dans son activité d'agent d'entretien, quand il tombe sur des déchets, il les met de côté et il commence à les manger. When he finds other items, maybe, how should I say, intimate items of apparel, he fetishizes them in ways. Quand il trouve d'autres objets, disons des objets intimes, il se met à fantasmer et à les utiliser pour assouvir ses fantasmes. And ultimately, he finds a woman's body in a basement dumpster, and I will leave it there. Et il finit par trouver le corps d'une femme, le cadavre d'une femme dans le sous-sol de l'immeuble dans lequel il travaille. Et lisez le livre. Vous n'êtes pas prêt. Now, having said that, it's not a murder mystery. It's not. There are elements of horror, but it's not a genre story. It's fairly plotless, and there's more to it than just the discovery and subsequent activities with the body. Il ne s'agit pas d'une histoire de meurtre. Il y a certes des éléments d'horreur, mais ce n'est pas le cœur de ce livre. Ça va au-delà de cette découverte macabre. A great emphasis is placed on detailing the janitor's day-to-day work activities, and we see the different types of businesses and enterprises that he passes through. Investment banking, accounting, insurance. There's something of, and it's not deliberate, but as if he's in a kind of hierarchy of American capitalism. Le livre se concentre surtout sur les détails de l'activité de Sloper, sur ses tâches quotidiennes avec une très très grande précision, sur les différents types d'activités, enfin de métiers aussi présents dans l'immeuble dans lequel il travaille. Ça va de la banque à la comptabilité, à l'assurance, et on le suit dans son parcours. And again, I don't try to judge or analyze this context or impose any meaning on it. As for Sloper himself, though, he's a creature of appetites who, of the basest appetites. In that sense, though, I don't know how different he is from any average person. Et je ne porte pas de jugement ni vraiment d'analyse sur ce que fait Sloper, sur tout cet environnement. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ce personnage de Sloper est une créature faite d'appétit, et d'appétit basique, disons, que nous partageons tous en fait. And lastly, he seems incapable of recognizing or making any kind of real choice. And which, we might find a bit ridiculous. Once again, in that sense, is he really that different? He's just a more concentrated form of what a lot of us are. Et il semble tout à fait incapable de faire des choix, et on pourrait trouver ça ridicule, mais si on y réfléchit, est-il vraiment si différent de nous? And that's Sloper. Et est-ce qu'il symbolise pour vous justement cette victime alors pour lui du cauchemar américain, celui qui n'a pas réussi à monter dans le bon wagon, qui est complètement anonyme, qui vit au milieu des ordures? Est-ce que le cauchemar américain, il commence aussi avec l'ultralibéralisme pour vous? I think I wouldn't call him a victim. He's a victim of himself, if anything. Again, this inability to think outside of just these immediate desires.
And you know, it might be presumptuous to say it's a portrait of anything. I don't think I'm qualified to make that big a statement. I try to get the little pieces right and put them together. And if something suggests itself, again, a meaning and implication, I try to stay out of the way. And at the same time, you know, assist in it without hopefully getting my fingerprints on things and ruining things that I'm, you know, really not equal to. Je ne dirais pas que Sloper est une victime du système, c'est plutôt une victime de lui-même. Il n'arrive pas à aller au-delà de ses désirs immédiats. Mais je pense ce serait un peu présomptueux de dire que je fais le portrait de cette Amérique-là. Je me concentre plutôt sur des petits détails et j'essaye d'en constituer une histoire et que cette histoire est ma patte, en quelque sorte, ma signature, qu'on la reconnaisse et que ça parle. Il y a quelque chose avec votre livre qui est intéressant, enfin, qu'on sent beaucoup dans le livre et qui, dans la traduction française, nous appelle à ça aussi. C'est que donc, votre roman s'appelle Waste, ce qui en français peut vouloir dire deux choses, soit ordure, soit gâchis. Et votre livre regorge tellement de déchets, de choses assez horribles, rejetées par l'homme, fabriquées par l'homme, puis jetées comme ça au hasard. Est-ce que vous avez pris conscience de ça en l'écrivant ou c'est quelque chose que vous aviez envie en tout cas de sensibiliser les lecteurs sur ce sujet qui est quand même fou, la consommation à outrance? Okay, I have to admit I am a little frustrated with the French title and wished I'd spent a bit more time. I think I was too married to the idea that it had to be a single word. You know, there's something about the single word title and that you want to pull off. À vrai dire, je suis un peu frustrée de ce choix de titre français qui ne reflète pas vraiment cette dualité, cette double signification qu'il y a dans l'anglais. C'est toujours l'enjeu, le défi d'utiliser un seul mot pour un titre. I think waste has more connotation. You know, it's a verb. It's a noun. It implies excess and squandering, as well as human refuse. And so there are a lot of in-between spaces there. Garbage is garbage, you know, and I suppose people can be garbage too, you know, in some sense. But again, it's I accept it, of course, but and it looks good. It's a good-looking word. But yeah, doesn't quite hit the notes that the American title does. En fait, en anglais, le mot waste peut renvoyer à un verbe, à un nom. Ça peut désigner, comme on le disait, l'excès. Mais tandis que le mot garbage, qui est la traduction d'ordure, ne renvoie qu'aux déchets produits. Mais ça peut aussi désigner peut-être qu'une personne, elle aussi, peut être une ordure finalement. Donc c'est un titre que je comprends et que j'accepte, mais c'est vrai que le livre contient un peu plus de subtilité. Est-ce que la question écologique, justement, vous a trotté tout au long de l'écriture de livre au milieu de ces déchets? Est-ce que vous avez justement eu cette sensation, cette urgence de la question écologique? No, not. Non, I pas think du that tout. came up later. It's, I mean, one of his responsibilities is dealing with the recycling. So, you know, anyone with any little sense would think a little beyond that and expand that a bit. But again, I didn't think I had to put that in capital letters, or it was just yet another idea that I think was like so alive with possible interpretations. Leave it to the reader, but you know, by all means, you know, think of it that way. It just makes it richer, I hope.
Non, pas vraiment, mais de toute façon, dans un livre qui parle de déchets et de recyclage, de choses comme ça, c'est forcément présent dans le texte, même si je ne l'ai pas écrit en lettres capitales pour que tout le monde le voit. Je pense qu'il y a d'autres idées sous-jacentes à ce livre qui étaient des idées prioritaires. Vous me voyez venir parce qu'effectivement, c'est une des facettes de l'envers du rêve américain. C'est aussi le volet écologique qui est très présent dans chacun de vos livres. J'aimerais peut-être qu'on commence par Eddie Harris. J'ai lu une phrase de vous, ou j'ai peut-être entendu une phrase de vous en interview, où vous expliquiez que pendant votre deuxième voyage, vous avez eu l'impression qu'il y avait une sorte d'avancée très positive de l'écologie, aussi bien au sein du fleuve que sur ses rives. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? C'est clair que le Mississippi est beaucoup plus propre maintenant qu'il y a 30 ans. Parce qu'ils ont fait un effort de nettoyer le fleuve. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le faire. Et ce qui pourrait paraître étonnant, étant donné tout ce qu'on dit des États-Unis, de la manière d'aborder la question écologique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Non, pas vraiment. Parce que les choses qui touchent une personne, il est plus réactif pour faire quelque chose. Et le fleuve touche beaucoup de gens. Et les gens, ils ont déjà un amour pour le Mississippi, dans le mythe du Mississippi, et c'est leur source de l'eau potable. C'est clair que quand ils se sont rendus compte qu'il y a eu un problème, ils ont réagi pour faire quelque chose. C'est plus des réactions locales plutôt que des choses gouvernementales qui vont faire bouger les choses? Ah oui, non, c'est toujours des choses locales. Et parlons de cette localité des choses. Les États-Unis, c'est un pays de beaucoup de localités. Il n'y a pas peut-être vraiment un seul pays. Ça, c'est peut-être le défaut du pays. J'ai jamais entendu une personne dire qu'il était new-yorkais. Mais hawaïenne, oui. Mais il y a tellement de choses qui sont contradictoires, paradoxales aux États-Unis que je me demande souvent si ce pays existe vraiment. C'est juste des choses qu'on a captées d'ici là et on met un amalgame pour construire un pays dans l'imaginaire. Tiffany Keteisen, à la lumière de votre livre, qui se déroule dans des décors qu'on peut dire qui sont magnifiques, beaucoup de nature, c'est quand même, ça rend hommage à... C'est hanté. C'est le mien? Non. C'est mon pacemaker. C'est le deuxième voyage qui vous a... non, je disais, Tiffany Keteisen, votre roman, justement, rend hommage à ces territoires américains. On va donc dans le Mississippi, les Everglades, et en même temps, vous montrez à quel point ils ont été marqués par ce que les hommes en ont fait et comment ils les ont occupés. Est-ce que la question écologique est quelque chose qui, dans votre travail de romancière, vous préoccupe? Yes. I guess I believe that we can't really divorce ourselves from the places that we live. I think what Eddie was saying about local action, cleaning up water, and, when you're touched by something in particular, you want to do something about it. As a point of contrast to that, I would point out that where I grew up in Jackson, Mississippi, they have been without clean drinking water for more than a month. Alors oui, l'environnement joue un rôle prépondérant dans mon roman. Je pense vraiment qu'on ne peut pas séparer l'homme de son milieu. Et ce que dit Eddie sur le fait que quand on a une source d'eau, eh bien ça a un impact sur nous, donc on va agir, j'y crois tout à fait. Mais j'ai envie de dire également que l'endroit d'où je viens, Jackson, Mississippi, eh bien les habitants n'ont pas d'eau potable depuis plus d'1 mois. And that is also a choice
made at the local level. The state has not invested the money in the infrastructure to bring the water system up to where it needs to be to serve the people so that they can cook and drink water and brush their teeth and take a shower without becoming sick. And so I do believe that where we live, it impacts who we become in ways that are very difficult to sort of turn around or move against. I think that, being born and raised in a place where there was a lot of poverty, and I was not poor, but we were working class. We were, my father was an iron worker, so he built, he worked on construction sites, and my mother worked in offices and did retail, and neither had a college education. Et donc ça a été un choix de la localité, c'est-à-dire que l'État du Mississippi a choisi de ne pas investir d'argent dans l'infrastructure pour permettre aux gens d'avoir accès à l'eau potable, à une eau qu'on puisse utiliser pour se doucher, pour se brosser les dents, sans tomber malade. Donc, encore une fois, je pense que l'endroit d'où l'on vient a un impact réel sur la personne que l'on devient. Par exemple, j'ai vécu dans un milieu extrêmement pauvre. Alors, mes parents n'étaient pas pauvres. Mon père était ouvrier, ma mère a travaillé dans des bureaux. And yet, when a flood comes, when a hurricane hits the state, which happens fairly regularly, and everything floods, or the wind comes in and knocks out all the electricity, and people are in harm's way because of the environment, because of nature. People do come together and help one another, and so there's this sense that even though I feel like we often have this sense that we're divided when we face like these natural disasters. There's this sense of being part of a community and helping one another. And I feel like all of that grows up out of the environment. And even though I no longer live in the South, I still have this sense that we have to take care of one another, that we're in this together, that it is our duty to both take care of the environment and respond to it when it threatens us. And so I have this sort of love-hate relationship with rain. I love it. I love the way it sounds. It's very soothing. But if it gets a little too loud or too vicious, then I've lived through some floods, and I've lived through some really dangerous weather. And so I have this sort of visceral reaction that maybe we're going to have to batten down the hatches and pull people up out of the water and abandon our cars and watch for water moccasins. And that's always with me, because of where I grew up. And so I want to capture that in my writing. I want to capture this idea of both like beauty and danger that I think is prevalent particularly in the South. Alors, donc, lorsque on fait face dans le sud à un ouragan ou à une inondation, ce qui arrive quand même très régulièrement, on se retrouve avec des coupures d'électricité massives, des gens qui se retrouvent réellement en danger à cause de la nature. Et là, on remarque une solidarité assez incroyable. Donc je sais qu'il y a cette perception de division très présente dans le sud. Et pourtant, dès lors qu'il y a une catastrophe naturelle, eh bien, on se rallie, on se rassemble pour se protéger contre cet environnement qui, à ce moment-là, devient hostile. Et moi, par exemple, j'ai beau avoir quitté le Sud, j'ai quand même toujours avec moi cette notion à la fois qu'il faut protéger l'environnement et qu'il faut aussi s'en protéger quand il devient trop violent. Alors, je dis en rigolant que j'adore et je déteste la pluie, hein, mais c'est une manière de dire qu'en fait j'ai une réaction épidermique aux événements météorologiques qui me font réagir en
disant bon, là, il faut abandonner la voiture et il faut aller se mettre à l'abri. Et cette réaction, elle est instantanée et elle est intimement liée au lieu d'où l'on vient. Et c'est ça que j'essaye de capturer et de mettre sur le papier dans mes romans. Cette idée à la fois de la beauté inhérente de la nature, mais en même temps de son danger et de l'unité du rassemblement des gens autour de ces dangers potentiels. Je suppose, Christiana, que c'est un sujet très important à Hawaï, puisque rien que si on prend la carte postale, on voit quand même un front de mer parfois avec des grands buildings, des resorts, et puis derrière une volonté de sauvegarder la nature, de sauvegarder la richesse des paysages. Est-ce qu'il y a une confrontation constante sur l'île à propos de ça, justement ? In some ways, yes, because an island only has so many resources. Oui, dans un certain sens, bien sûr, parce qu'une île a des ressources limitées. But for local people who live on the islands, it's kind of nice that the hotels are all in their own little areas. Mais en fait, pour les gens, les locaux, quoi, c'est finalement pas plus mal que tous les grands immeubles soient confinés dans un certain coin de l'île. The problem might actually be Instagram. Le problème, c'est Instagram, en fait. Because people see these spots that actually can only handle so many people visiting them, but then influencers take photos, and so they're actually quite overrun, and then fragile environments can be hurt. Oui, donc le problème avec Instagram, c'est qu'il y a des endroits, mais qui ne peuvent pas soutenir plus de tant de touristes à la fois. Et comme il y a des photos postées, les influenceurs, etc., donc ça devient vraiment insoutenable au niveau de ces endroits-là. So I think I'm arguing that the problem with the American dream is influencers. Donc voilà, le problème, c'est le rêve américain et les influenceurs. Eh ben, j'aurais aimé discuter encore longtemps avec vous, mais on va se quitter sur cette très belle phrase. Hein. Le problème du rêve américain, c'est les influenceurs. Merci à tous, merci beaucoup. Et puis merci à vous.